c'est Melvin et on se retrouve pour la partie 2 du tutoriel JavaScript et dans celui-ci, on va voir les objets, les tableaux, les boucles et comment fonctionne tout ceci, comment s'articule ceci avec des schémas, la compréhension des références qui va nous prendre pas mal de temps et vraiment très complet. Il faut savoir qu'avant de regarder cette vidéo, je te conseille de regarder la partie 1 que tu retrouveras juste ici comme ceci où on a vu déjà les variables, les fonctions, les types de données, number, string, etc. On a vu les conditions et tout ça, c'est une base fondamentale pour débuter cette leçon. Si tu sais déjà faire ce que je viens de te dire là, tu peux regarder cette leçon les yeux fermés et ça va être super intéressant pour toi. Je tiens à te prévenir, ça va être beaucoup d'informations. Encore une fois, pour profiter un maximum de la formation, je te conseille de pratiquer en même temps à côté de moi. C'est-à-dire quand je fais des choses, tu ouvres ton IDE et tu fais la même chose. Concernant le setup, il faut que tu aies Node.js et VS Code installés sur ton ordinateur pour que tu puisses faire ce projet. On va recommencer de zéro en recréant un nouveau dossier, donc ne t'en fais pas, normalement tu peux suivre 100% de tout ce que je raconte ici avec moi. Ok, on se retrouve dans le terminal et encore une fois, vérifie que tu as installé Node en faisant Node-V afin que tu vois ici que tu aies la version 19.3.0, ça veut dire que tu as Node, peu importe la version que tu as ici, il faut juste que tu aies installé Node. Une fois que tu as fait ça, on va se rendre dans un dossier, donc moi ici je vais aller dans dev other/YouTube et on va créer un dossier mkdir et moi je vais l'appeler object reference ou reference type, JS reference type. Et mkdir va me permettre de créer un dossier. Une fois que tu as fait ça, tu vas devoir rentrer dans ce dossier. Et pour ça, je vais faire cd JS reference type. Maintenant, je suis dans ce dossier et tu peux voir qu'il n'y a rien à l'intérieur. ls permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va ouvrir VS Code en faisant code point. Ou open point. Si tu es sur Windows, il faudra évidemment trouver le dossier. Là, ici, tu pourras trouver le dossier qui est juste là et ouvrir VS Code. Et venir drag and drop ce JS reference type directement dans VS Code. Et une fois que c'est fait et que tu mets en full screen, tu vas avoir cette vue-là. Et là, en fait, ce que tu vois ici, c'est le projet. Et on va créer notre fichier qui va s'appeler script.js. Tu vois que ce script.js, on va encore une fois, je te le remontre, pouvoir le lancer avec le terminal en faisant node script.js. Et là, ça nous exécute le script. Et si j'affiche console log hello world, et je vais afficher ce hello world juste ici. En raison de simplicité, moi je vais cacher ce terminal, je vais cacher cette vue ici et je vais installer l'extension qui s'appelle Coca, que tu peux voir juste ici, que j'ai déjà installé dans la vidéo précédente. Coca.js, que tu vois juste là, qui va me permettre, dans un but pédagogique, de venir exécuter le fichier en faisant Command-Shift-P, Coca start on current file et maintenant tu vois que le hello world il s'affiche directement ici et ça c'est super pratique parce que ça me permet de ne pas avoir besoin de lancer la commande constamment, on a le hello world directement ici. Bref, on s'était arrêté à la dernière vidéo où j'étais allé assez vite sur les objets. C'est pour ça qu'ici, on va reprendre du temps pour comprendre les objets. Alors ici, je vais créer un premier objet et contrairement aux variables, les objets ils vont être déclarés avec cette syntaxe ici qu'on appelle des accolades. Et dans ces accolades, on va pouvoir écrire des clés. Un objet est toujours composé de clés avec 2 points suivis de la valeur. Vraiment, ce concept de clé-valeur, tu peux l'imaginer comme un coffre ou comme un hôtel. Un hôtel, il a des clés pour chaque chambre et chaque clé va ouvrir qu'une seule chambre. Et c'est la même chose en JavaScript. On a des objets avec des clés et chaque clé va permettre d'accéder à une seule valeur. Mais cette valeur, tu pourrais t'imaginer que c'est une chambre. C'est vraiment une clé. Et quand on utilise cette clé, on peut accéder à une valeur. Sauf que ici, la clé ne permet pas de sécuriser ou de fermer quelque chose, mais d'accéder à cette chose. Ce qui est un peu la même chose qu'une chambre, si on veut. Et donc ici, on va pouvoir écrire la clé comme ceci. Par exemple, là, je vais pouvoir donner un name à mon user comme ceci. Et je vais pouvoir utiliser la syntaxe 2 points pour lui donner la valeur. Et donc ici, la valeur, je vais pouvoir mettre par exemple Melvin. Et toi, je te recommande de faire la même chose avec ton prénom. Ensuite, on va pouvoir rajouter une deuxième
clé et valeur, comme un hôtel aurait plusieurs chambres, en faisant virgule. Et ici, je vais pouvoir écrire par exemple âge. Et là, je vais pouvoir mettre l'âge de la vie, c'est-à-dire 42. Et ça, on peut le faire ainsi de suite. Je vais pouvoir rajouter par exemple la dies et je vais pouvoir dire que je fais 1m90 en mettant 190 ici. Et donc là, je vais vraiment pouvoir lier une clé et une valeur. Et maintenant, à quoi ça sert? Bon, alors déjà, on peut tester de console.log notre user et on peut voir que quand je console.log mon user, eh ben, j'ai un objet avec name une string, âge 42 et dies 190. Maintenant, je vais pouvoir récupérer des valeurs de cet objet en faisant user et ensuite en utilisant le dot operator. Et là, tu vois qu'automatiquement sur VS Code, on a de la chance, on voit les différentes propriétés qui sont disponibles. Age, name, dies. Et donc là, je peux sans autre utiliser par exemple user.name. Et là, évidemment, ça ne m'affiche pas parce que ça a décidé de ne pas fonctionner, mais user.name, eh ben, ça va venir dans mon objet user récupérer l'objet qui a la clé name. Pour te le montrer plus précisément, ici, ça va venir dans mon objet user qui est juste là. Et ensuite, il va venir prendre la clé, donc ici la clé, et il va dire quel est l'élément qui a cette clé. Donc âge, c'est pas lui, zai, c'est pas lui, mais name, c'est bien lui. Et donc, on vient sélectionner non pas la clé du name, mais on vient sélectionner sa valeur. Et ce qu'on retourne à la fin ici, c'est bien la valeur Melvin que tu vois à cet endroit. Et donc, c'est vraiment le concept de ces users. Maintenant, on pourrait aussi s'imaginer vouloir afficher les clés d'une manière plus variable, plus dynamique. Pour ça, on peut utiliser la bracket syntaxe. Mais donc là, je peux utiliser des brackets comme pour les tableaux qu'on verra juste après. Et là, je peux mettre des strings. Et dans cette string, je vais pouvoir aussi mettre une clé. Par exemple ici, name. Et là, name, on retrouve Melvin. Ou je peux mettre dies. Et avec dies, je vais retrouver 190. À quoi sert le bracket comme ceci? Eh bien, ça permet d'intégrer une variable. Par exemple, ici, je pourrais écrire key et dire que key est égal à âge. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser la key directement ici. Et maintenant, tu vois que la key est 42. Alors que cette syntaxe-là, je ne peux pas la faire avec user.key parce que là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de chercher la clé qui s'appelle key. Donc là, si j'appelle key clé, eh ben, tu peux voir que là, ça me retourne clé. Donc ça me retourne l'élément qui a la clé key. Alors que user avec le tableau ici de key, ça me retourne l'élément qui a la clé qui correspond à la string de la variable key. Et donc, ça va me retourner H42 ici. Donc ça, c'est pour nos objets. Et maintenant, on va voir les tableaux et puis après, t'inquiète pas, on ira plus profondément dans ces objets. Là, j'ai envie d'aller assez rapidement sur la logique de référence. Et pour aller sur la logique de référence, j'ai plutôt préféré utiliser des tableaux. Là, je vais faire const, ici par exemple, users ou numbers est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, pour déclarer un tableau, on utilise les brackets. Et ensuite, on va pouvoir ajouter plusieurs valeurs de manière dynamique via ici des valeurs où tu vas écrire première valeur, virgule, deuxième valeur, virgule, troisième valeur, virgule, quatrième valeur, etc., etc. Maintenant, si je console.log mon number, eh ben, tu vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc ici, on représente bien les numbers qu'on a passés ici en paramètres. Maintenant, pour récupérer un élément, eh ben, on va utiliser point 1. Point 2, point 3, non, ça ne marche pas. Il faut utiliser tableau, donc encore une fois les brackets. Et là, on va pouvoir utiliser l'index, par exemple 0. Et donc, en faisant 0, je viens récupérer l'index 1. On se rappelle ici que les index, ils fonctionnent inversement à mes nombres. Et les index ici, ils seront représentés comme ceci. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, l'élément 0 représente l'élément qui est ici 1. Et pour récupérer nos éléments, eh ben, on utilise ces brackets avec ici un nombre. Par exemple, là, je peux récupérer le 4. Et avec le 4, je vais récupérer l'élément qui est à l'index 4, donc l'élément qui est ici 5. Maintenant, il faut bien s'imaginer que les tableaux sont des objets. C'est des objets, et là, si je voudrais faire const number object, eh ben, je pourrais le faire en faisant 0 de point 1,
1, 2.2, 2, 2.3, etc., etc. Et en fait, les tableaux, c'est juste des objets qui ont comme index un nombre, qui ont comme clé un nombre. Au lieu que leur clé se soit définie ici, par exemple avec n'importe quoi, eh ben, les tableaux, c'est des objets qui ont comme clé un nombre qui est dans un certain ordre, qui commence toujours par 0 et qui finit toujours par la taille du tableau moins 1. Et ça, c'est vraiment important à comprendre avec nos tableaux. Les tableaux, c'est des objets. Juste que JavaScript est gentil, il nous offre des méthodes supplémentaires qu'on verra dans la suite du cours. Tu vois qu'ici, il y a plein de méthodes. Par exemple, la méthode length. La méthode length, elle existe pour les tableaux, mais elle n'existe pas pour les objets. Donc ici, tu vois que je peux faire .length et ça fonctionne bien. Mais ici, si j'écris mon number object .length, eh ben, ça ne fonctionne pas parce que .length existe que sur les tableaux. Mais on verra ça après avoir compris un des aspects principaux de ces tableaux. Les objets et les tableaux, c'est ce qu'on appelle des types de référence. Et les types de référence n'ont rien à voir avec les strings, les numbers, etc. qui sont ce qu'on appelle des types primitifs. On est d'accord que si ici je déclare un number, par exemple ici test 0, et qu'ici je fais test1 est égal à test, et qu'ici je modifie test1. On va remplacer ça par des lets pour pouvoir les modifier. Et ici je fais test1 est égal à 44. Maintenant, quelle est la valeur de test ? Eh bien, en fait, la valeur de test, elle n'a pas changé. Une astuce sympa pour log des éléments, c'est d'utiliser la bracket les objets pour directement log ça comme si c'était des objets. Donc ici, tu vois que test et test1, eh ben, c'est deux objets et test, il a comme clé 0 et test1, il a comme valeur 44. Alors qu'avec nos tableaux, c'est pas pareil. Pour modifier un élément d'un tableau, on va faire number, par exemple, avec l'index, ici 0, est égal à 44. Et maintenant, tu vois que si je log number, eh ben, on voit que le premier élément, c'est 44. Ça fonctionne la même chose avec les objets. Tu n'as qu'à utiliser soit le point, soit la number, et on peut utiliser ça comme ça. D'ailleurs, on voit un truc sympa par rapport à nos objets, c'est qu'ici, si je fais .test est égal à 44, tu vois que ça m'a ajouté un élément avec test ici. Et donc ici, peut-être je peux même console.log de numbers.test qui est bien égal à 44. Du coup, vraiment, ces tableaux, c'est n'importe quoi. Mais ici, on a notre number où je vais par exemple modifier l'élément à l'index 0 avec la valeur 44. Et maintenant, j'ai un nouveau number qui a la valeur 44. Ce qui est intéressant, c'est de venir dupliquer notre tableau. Pour copier notre tableau, pardon, pas le dupliquer, on va faire number 1 ici et number 2 est égal à number 1. Et maintenant, je vais modifier number 2. Number 2 de index 1 est égal à 44. Et maintenant, tu es d'accord que number 2, il a bien l'index 0, donc le premier élément à 44, alors qu'initialement, il était à 1. Mais maintenant, quelle est la valeur de number 1 ? C'est ça la question qu'on se pose. Et bien en fait, la valeur de number 1, si je l'affiche juste ici, et ben tu peux voir qu'elle a exactement la même valeur. Et encore plus fou, si ici je modifie number 1 avec l'index par exemple 1 et je le rends égal à 55, et que je console log number 2, et ben tu vois que l'index 2 a aussi été modifié. Et ça, c'est parce qu'en fait, on n'est pas en train de modifier leur valeur. On est en train de modifier leur référence. Et à partir de cette vidéo, il faut que tu comprennes fondamentalement la différence entre une valeur primitive, en JavaScript on appelle ça, et une référence. Les valeurs primitives se copient à chaque fois que tu les déclares et que tu les réutilises. Alors que les types de références copient leurs références. Et comment est-ce que tu peux t'imaginer les références ? Ici on a un tableau qui s'appelle name, name au pluriel. Et ce tableau name au pluriel, il contient plusieurs éléments. Melvin, Jean, Patrick et Joseph. Ici, il faut bien que tu te rends compte que là, le tableau, il est stocké en mémoire. Il va être stocké en mémoire. Et ici, la variable name, que tu vois juste ici, name au pluriel, eh ben, elle représente uniquement son adresse, comme l'adresse d'une maison. Quand tu essaies de stocker l'adresse, par exemple sur ton téléphone, tu n'es pas en train de stocker toute la maison. Tu es en train de stocker l'adresse, le chemin qui permet d'accéder à ce tableau qu'on voit juste ici. Et donc là, on pourrait s'imaginer, pour démontrer ceci, que la variable name est stockée à l'adresse A3, c'est-à-dire chemin A, ligne A, index 3. Et donc c'est l'index 3.
A3. Et ici, on pourrait donc appeler ça chemin du A3. Et le chemin du A3, eh ben, tu pourrais t'imaginer une adresse, une vraie adresse avec une ville. Et ici, découvrir le chemin du A, ici, qu'on voit à cet endroit, et la maison 3. Et donc là, 1, 2 et 3. Et donc maintenant, on sait que quand tu vois name, eh ben en fait, pour récupérer sa valeur, tu dois trouver son adresse. Donc ça, c'est stocké. C'est A3. Et donc après, tu vas à chemin du A3 et tu retrouves la maison. Et maintenant, tu es d'accord que si ici, j'écris const save name est égal à name, on n'est pas en train de copier sa valeur. On n'est pas en train de prendre la maison qui est juste ici, si j'arrive à la récupérer. On n'est pas en train de la prendre et la stocker. Non, parce que la maison, elle ne change pas. Elle est stockée à un certain endroit. Ce qu'on est en train de modifier, par contre, c'est qu'on est en train de copier son adresse. Et donc là, je prends son adresse qui est égale à A3 et je viens la copier dans save name, comme ceci. Et maintenant, quand j'essaie d'accéder à save name, eh ben, j'essaie pas d'accéder à une copie de la maison. J'essaie d'accéder à l'adresse A3. Et donc, on va faire la même chose. Là, le A3 ici, ça représente aussi chemin du A3. Et donc, on va venir ici, chemin du A3. Et là, on va se retrouver encore une fois avec la même maison. Et donc, maintenant qu'on a compris que quand on copie une variable dans une autre variable, tout ce qu'on est en train de faire, c'est copier ce qu'on appelle leur adresse. Et bien, si ici on va dans la suite du cours et que ici je fais une action, par exemple avec mon name, et que je modifie name 1, je change tout. Comme on l'avait fait dans VS Code ici, on peut modifier name avec l'index 1 est égal à 55. Et bien ici, je modifie name avec l'index 1 et je mets je change tout. Et bien je ne suis pas en train de modifier la variable. La référence, elle va rester à 3. C'est toujours à l'endroit A3 que c'est en train d'être fait. Ce que je vais modifier, c'est par exemple, je vais changer le carreau ici en violet. Tu vois qu'avant le carreau, il était en bleu. Et maintenant, je viens de le passer en violet. Mais la maison, elle est toujours au même emplacement, chemin du A3. Non seulement la maison, c'est toujours la même, mais elle est toujours au même emplacement. C'est pour ça que save name ici, eh ben, lui aussi, il pointe la même adresse qui est ici A3. Si je fais mon dessin comme ça. Et donc, save name, quand je modifie name, eh ben, il est aussi impacté par ce changement parce que la référence reste la même. Et ici, tu vois que le carreau de ma maison, il est modifié ici et la référence reste exactement pareille. Et ça, c'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que quand je modifie un objet ou un tableau, je ne modifie pas ses valeurs parce que la variable name ici, c'est une référence, un chemin qui va vers le chemin A3. Et c'est ce qu'on peut voir juste ici. Maintenant, imagine-toi que là, je fais une action. Et on va tout de suite le tester déjà dans le code. Là, je vais supprimer tout ça et je vais faire let number 1. OK? Et maintenant, je vais log number 1. Donc, tu vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, imagine-toi que je fais let number 1 est égal. Et là, tu vois que je ne modifie pas un élément comme ça. Donc là, je modifie l'élément qui va modifier ici l'élément. Mais là, je vais faire number 1 est égal à un nouveau tableau avec 1, 2, 3. Et maintenant, évidemment, number 1, il est égal à 1, 2, 3. Et l'ancien tableau ici, il a été supprimé parce que je viens de l'écraser. En faisant ça, je viens de supprimer son adresse. C'est comme si ici, je stockais l'adresse, bon, on va l'appeler chemin du A3. Et qu'ici, je venais remplacer par une nouvelle adresse. Par exemple, chemin du B4. Et donc, ici, vu que je viens de modifier l'adresse, eh ben, l'ancienne maison qui était à chemin du A3, eh ben, elle n'a plus de raison d'exister parce que il n'y a plus personne qui a son adresse. C'est comme si tu avais une maison, mais que personne ne savait où elle était. Tout le monde a oublié totalement où elle était. Et donc, à ce moment-là, on va la remplacer par 1, 2, 3. Et on vient par la même occasion, entre guillemets, la supprimer. C'est ce que je veux te montrer ici. Si ici, je remplace name, qui est une lettre, j'ai dû modifier avec une lettre, parce qu'évidemment, on ne peut pas modifier une constante. Si ici, je viens remplacer mon name avec un tableau de 1, 2, 3, eh ben, c'est comme si je supprimais la référence qui allait ici à chemin du A3 qu'on avait avant et que je crée une nouvelle référence qui va à chemin du B8. Et donc, je viens modifier la référence. Et donc là, au lieu que notre name y pointe sur 3 est égal à name, eh ben on vient déplacer notre name qui est maintenant égal à 8 qui est égal à name juste ici. On vient vraiment modifier cette référence.
Résultat des courses, en fait, quand on utilise const, c'est comme si on bloquait l'adresse. C'est comme si je dis, eh ben, cette adresse-là, c'est chemin du A3 et ça ne changera jamais. Tu peux changer la maison, tu peux la détruire, tu peux la reconstruire, mais la maison restera jamais. On ne peut pas changer la maison, mais on peut changer les propriétés de la maison. Et avec let, la maison, elle peut changer. On peut changer de maison et on peut aussi changer les propriétés. Et donc, on se retrouve avec un petit tableau comme ça. Quand on utilise const, on peut changer d'adresse, mais pas... Quand on utilise const, on ne peut pas changer d'adresse, mais avec lest, on peut changer d'adresse. Et dans tous les cas, on peut toujours changer les propriétés. C'est pour ça qu'ici, contre-intuitivement, même quand j'utilise une const, eh ben, tu peux voir que je peux quand même modifier ma constante. Alors que même que dans l'exercice précédent, je t'avais bien expliqué que quand on utilise const, on ne peut pas le modifier par défaut. Mais ici, on n'est pas en train de modifier l'adresse. L'adresse reste totalement identique. On est en train de modifier sa référence, ce qui n'a évidemment rien à voir. Maintenant qu'on a compris ça, eh ben, tu peux te dire, ok, donc il y a des adresses et quand je fais ça, je modifie la valeur associée à cette adresse. Et on peut légitimement se dire, mais comment est-ce que je copie la valeur dans un nouveau tableau, exactement comme je le faisais avec les variables juste avant? Eh bien, il y a des techniques pour ça qui vont nous permettre de dupliquer le tableau et on peut le voir juste ici. Si je fais const number2 est égal à number1, on est d'accord qu'ici, ce que je fais, c'est que je copie l'adresse. Mais si je fais const number3 est égal, et là, attention, on va découvrir une nouvelle syntaxe qui s'appelle le spread operator. Le spread operator, il s'articule avec 3 points suivis l'un de l'autre. Donc, point, point, point. Là, ça représente le spread operator. Et maintenant, je vais pouvoir passer number 1. Et maintenant, ce que je viens de faire, c'est que number 3, c'est une copie de number 1. Et si j'affiche les deux, donc number 1 et number 3 ici, tu vois que si je modifie maintenant number 1 de l'index 0 est égal à 44, tu peux voir que number 1 qui est en premier ici, il a l'index qui a modifié à 44, mais number 3, il n'a pas été modifié parce que j'ai utilisé ce spread operator. Et il va falloir qu'on comprenne ensemble qu'est-ce que c'est ce spread operator. Ce spread operator, si je te montre à quoi ça ressemble ici, si je fais console.log de spread operator de number 3, et bien en fait, ça m'affiche 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, ce que je fais ici, c'est comme si je faisais ça. En fait, c'est comme si je déconstruisais les virgules et je les injectais dans mon code. Donc, comme si j'écrivais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois que ça donne exactement le même résultat. Parce que quand tu fais point, 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 c'est comme si ça déconstruit le tableau. Et entre guillemets, si tu veux t'imaginer vraiment qu'est-ce que ça fait, c'est que ça prend cet objet-là et ça vient supprimer les accolades. Et du coup, tout ce qu'on se retrouve, c'est avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 séparés par des virgules. Et du coup, c'est pour ça qu'ici, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qu'est-ce qui se passe si ici, je te reprends mon objet là et que je supprime les accolades, ok? Donc là, c'est-à-dire que maintenant, c'est plus qu'une liste de nombres. Et qu'ensuite, je rajoute de nouvelles accolades. Donc cette fois, elles vont peut-être être bleues et je les remets à la place. Et c'est ce qu'on fait juste ici. Et bien là, je suis en train de créer un nouveau tableau avec les mêmes valeurs que j'ai réinjectées dans mon autre tableau. Et donc, tu peux le voir ici, c'est exactement ce qu'on a fait avec notre number 1 ici. C'est comme si j'avais pris ce tableau, que je le mets ici, ok, et que j'enlève les accolades. Et donc, je viens copier ces valeurs en enlevant ces accolades. Et tu vois que là, on a le même résultat, sauf qu'évidemment, ici, ce n'est pas très pratique parce que je ne me base pas sur les valeurs du tableau, en l'occurrence qui sont hard-codées, mais généralement qui viennent d'une source externe que tu n'as pas forcément maîtrise. Et donc là, avec ce spread operator, je peux venir dupliquer un tableau. Et ceci fonctionne effectivement la même chose pour des objets. Si ici, je fais un objet user avec name Melvin âge 42 et que j'essaie de console.log .user, ben, en l'occurrence, ça ne marche pas. Principalement parce que j'ai mis une virgule et que les objets ne sont pas itérables. Ouais, ils ne sont pas itérables de cette manière, mais si j'ai envie de dupliquer user, user2 est égal à .user, et ben tu peux voir que cette fois, si j'affiche ici user2 et user, tu vois qu'ici ils ont la même valeur. Tu vois qu'ici, si je modifie user2.name est égal à test, et ben tu peux bien voir que le user2 il a name test et que le user il a name Melvin. Si ici je faisais juste ça,
et ben tu peux voir que cette fois les deux users ils ont le name test parce qu'encore une fois les objets fonctionnent exactement de la même manière que les tableaux ou plutôt l'inverse, les tableaux fonctionnent exactement de la même manière que les objets. Et c'est pour ça qu'ici on a ce résultat juste ici et que pour dupliquer les objets ou les tableaux on peut toujours utiliser le spread operator. Mais il y a un autre truc qu'on peut utiliser à l'inverse, c'est qu'on peut récupérer les valeurs d'un objet avec ce qu'on appelle le destructuring pattern. Et pour ça, j'ai un petit schéma, tchouk 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 tchouk. Le destructuring pattern, c'est ce que j'ai montré ici. On va pouvoir prendre un tableau, par exemple de fruits qui est juste là, et on va pouvoir le déstructurer en plusieurs éléments. Par exemple là, je viens déstructurer fruits et je viens nommer chacun des éléments. On a vu qu'on pouvait récupérer le premier élément avec fruits de 0 et on aurait pu faire const apple est égal à fruits de 0. Mais là, à la place de faire ça, je vais déstructurer fruits et je vais directement mettre le premier élément dans une sorte de variable, dans une variable où je viens déstructurer fruits. Et pour déstructurer un tableau, on utilise la syntaxe des tableaux ici. Sauf qu'ici, je ne déclare pas un tableau, mais je déclare des variables indépendantes. En fait, c'est comme si je faisais const porte toit qui sont déstructurés de ma maison. Et du coup, je viens copier la porte et le toit dans ma maison. Et on peut mélanger les deux syntaxes en faisant const porte, virgule, point, 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 new maison. Et du coup, le premier argument, il va prendre ici la porte qui va être stockée là. Et ensuite, tous les autres éléments de notre maison, donc ici une fontaine et une fenêtre, ils vont être restockés dans new maison. Et c'est ce qu'on peut voir ici pour nos tableaux. Si ici, on supprime tout ça et qu'on ajoute number, et là, je vais pouvoir faire const first number est égal à number. Et maintenant, quand je fais console.log first number, tu peux bien voir qu'il est égal à 1. Et là, il faut bien noter que je copie la valeur, parce que là, c'est une valeur primitive. Et donc là, si je fais first number est égal à 44, number, il reste inchangé, parce que j'ai copié la valeur. On remet quand même en contexte, parce que le but, c'est vraiment que tu comprennes cette notion de valeur primitive. Maintenant qu'on a ce first number, je peux récupérer le second number, puis le third number, etc., etc. Et là, tu peux voir qu'ici, je peux log second number, third number, et ce qui va me donner toutes ces valeurs juste ici. Et là, imagine-toi que les 4 autres numbers, j'ai envie de les garder quand même, j'ai envie de savoir lesquels éléments j'ai pas récupérés. Et là, je peux faire point, 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 other number. Et donc là, si j'affiche other number juste ici, tu vois que c'est un nouveau tableau, une duplication du tableau qui contient cette fois que 4, 5 et 6. Donc j'ai extrait la fin du tableau dans un nouveau tableau qui se nomme other number et qui contient du coup pas le first number, pas le second number et pas le third number, mais juste tous les autres. Et c'est exactement ce qu'on voit juste ici. Évidemment, de la même manière, ça fonctionne pour un objet. Si ici je fais const house est égal à dies 42 color red et puis 800, et là je peux venir déstructurer mes valeurs. Et donc là, à la place d'utiliser des tableaux comme avant, on va utiliser des crochets. Et là, je vais faire crochet est égal à house et je vais pouvoir faire dies. Et là, on peut bien vérifier que console.log dies est bien égal à 42. Et ce destructuring pattern, il va être utile constamment, constamment et constamment dans JavaScript et il ne faut jamais l'oublier. Maintenant qu'on a ce dies juste ici, je peux déconstruire tout ce que je veux. Color, 8, et puis venir ici avoir chacune des variables qui sont déconstruites. En fait, ça vient être un shorthand au lieu de faire ça. Const size est égal à house.dies. Const color est égal à house.color, etc., etc. Là, on va pouvoir faire tout d'un coup. Mais je peux encore une fois créer un nouvel objet pour faire par exemple const new house. Et maintenant, new house, il correspond bien à color et 800. C'est-à-dire que j'ai extrait tout ce qui n'avait pas déjà été extrait ici. Je l'ai extrait dans une nouvelle variable qui s'appelle new house. Et ça, c'est encore une fois super pratique ce destructuring. Ok, donc on a ce destructuring et j'espère que tu as vraiment bien compris qu'ici on duplique le tableau et qu'on arrête de récupérer la même référence et que là on est bien en train de dupliquer le tableau. On peut évidemment modifier ensuite notre
size, mais encore une fois, ici, size est une variable dupliquée. Donc là, si je t'affiche size, ça représente 42. Si je fais size est égal à 55, et bien maintenant tu vois que c'est égal à 55. Mais new house, et ben lui, il contient toujours size égale 42 parce que, encore une fois, on a dupliqué la référence et ça, c'est un concept important à comprendre. Maintenant, on a vu le destructuring et avant de passer à la suite, il faut que tu testes tes compétences. Et pour ça, dans la description, tu trouveras un cours accessible gratuitement que tu vois juste ici où il va y avoir des quiz sur les questions qu'on a vues jusqu'ici avec différents quiz sur les tableaux ainsi qu'un cours qui résume parfaitement bien tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Et c'est vraiment important que tu ailles regarder ce cours pour vraiment être à jour. Tu vas y retrouver des quiz, du contenu supplémentaire et des exercices pour comprendre le destructuring, etc. en profondeur. Je t'incite vraiment à aller regarder ces cours. Le plus important pour apprendre et mémoriser les informations, c'est de pratiquer et de tester ses compétences. Jusqu'ici, tu as vu la théorie. Maintenant, il faut vraiment que tu ailles tester tes compétences. Et sur ma plateforme que j'ai créée de A à Z, tu vas vraiment kiffer. En tout cas, si tu kiffes pas, envoie-moi un mail parce que pour l'instant, tous les gens qui ont testé, ils ont adoré et ils m'envoient des mails comme quoi c'est génial. Donc, je te conseille vraiment d'aller tester et d'aller pratiquer ce qu'on a vu jusqu'ici. Parce que maintenant, on va passer sur un autre sujet qui sont les boucles. Parce que pour pouvoir aller profondément dans les tableaux et les objets et pour pouvoir utiliser des features avancées des tableaux et des objets, il va déjà falloir comprendre comment utiliser les boucles et au moins, on va comprendre ce qu'on appelle ça la méthode impérative. Le code impératif, c'est quand on dit ce qu'on veut qu'il se passe. C'est-à-dire, par exemple, imagine-toi que tu es dans un restaurant. Quand tu fais les choses de manière impérative, tu vas décrire tout ce que tu veux faire. C'est-à-dire que toi, tu arrives dans le restaurant, et là, tu vas devoir faire première étape. 1. Ouvrir la porte. 2. Faire le chemin tout droit. 3. Tourner à droite. 4. T'asseoir. Tu vois que là, j'ai décrit chaque étape de manière individuelle et claire. Alors que de manière déclarative, on le verra plus tard, mais on va juste arriver dans le restaurant et puis dire ce qu'on veut. J'ai envie de demander une table, j'ai envie d'avoir une table pour manger. Et il va y avoir un serveur qui va te dire « Ok, pas de souci, je t'amène à la table et toi tu seras content, tu seras à ta table et tu pourras manger tranquillement. » Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la méthode déclarative qui permet de déclarer ce que tu veux. Et on va d'abord s'attarder sur la méthode impérative. L'impératif, c'est quand tu décris exactement ce que tu veux faire. Donc nous, en l'occurrence, on va décrire ce qu'on veut faire concernant les boucles. On va tout de suite créer un tableau qui va s'appeler par exemple user et ça va être intéressant comme démonstration parce que ça va être un tableau de user. Donc ici ID 1, name, Melvin. Puis ensuite ici ID 2, name, Jean. Maintenant j'ai envie de créer une boucle qui affiche chacun de ces utilisateurs. Et donc là par exemple je vais pouvoir créer une boucle en utilisant le mot-clé for. Et for, il va prendre 3 paramètres. Le premier, c'est ce qu'on appelle la déclaration, qu'on va pouvoir retrouver juste ici. L'initialisation, pardon. Le premier paramètre, ça va être l'initialisation avec l'initialisation d'une variable ou de plusieurs variables. La deuxième valeur à passer à notre boucle for, c'est la condition. La condition qui fait qu'on continue d'exécuter la variable. Et la troisième paramètre, c'est le post-action. Une fois que la boucle est exécutée, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, ici, on va commencer par let initialization, ou i, est égal à 0. Puis ensuite, on va faire i plus petit que user.length. Et donc là, on vient prendre notre user. Mais pour tester, au début, on va faire juste 10, ça va être plus simple. Et ensuite, en séparant par des points-virgules et non pas des virgules, on va faire i++, où i est égal à i plus 1. Et maintenant, je vais faire console.log de i. Et tu peux voir ici qu'on a des logs qui vont s'afficher comme ça. 0i, 1i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
tu peux voir que ça commence à 0, si j'affiche juste ça. Tu peux voir que ça commence à 0 et que ça finit à 9. Parce qu'on va déjà d'abord rentrer dans l'initialisation. Donc on déclare i est égal à 0. Ensuite, on exécute console.log i. Et donc là, on exécute. On voit que maintenant, on affiche la log. Puis ensuite, on fait la post-action. La post-action, c'est cette partie-là. Donc on incrémente i de 1. Et maintenant qu'on a incrémenté i de 1, on va vérifier que la condition est toujours vraie. Est-ce que 1 est plus petit que 10? Oui. Donc, on retourne ici. Et donc, on fait ça. Puis ensuite, on fait la post-action. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, est-ce que 2 est plus petit que 10? Oui. On exécute ça. Puis ensuite, 2 plus 1, ça fait 3. Est-ce que 3 est plus petit que 10? Oui. Donc, on effectue ça. Et c'est ce que je te montre ici. L'initialisation, ça va être la déclaration de la variable qui est le point de départ. Cette variable, elle pourra être utilisée ensuite dans la boucle. Ensuite, la condition, c'est avant chaque itération, ou après plutôt, moi je dirais, mais je ne suis pas sûr, avant ou après, mais on va dire, pour moi c'est après, mais je ne suis pas sûr, mais on va laisser après. Après chaque itération, on vérifie si la condition est vraie. Et si c'est le cas, on repart pour une nouvelle exécution de la boucle. Et c'est reparti, on réexécute la boucle. Et une fois que ça c'est fait, une fois que la boucle est exécutée, on va faire la post-action et après chaque itération, on va effectuer la post-action encore et encore et encore. C'est-à-dire que ce que tu peux t'imaginer, c'est que, entre guillemets, on vient ici appeler notre post-action au début, puis ensuite on vérifie si la condition est vraie. Si la condition est vraie, on continue. Et dans le cas contraire, on arrête. Et pour vérifier si la condition elle s'exécute avant ou après, là on va juste faire i plus petit que moins 5 et on voit que ça s'exécute 0 fois. Donc, dans la théorie de Begin JavaScript, j'avais raison, c'est bien avant chaque itération, on vérifie. Et tu vois qu'ici, si dès le départ, la condition n'est pas vraie, donc ici, est-ce que 0 est plus petit que moins 5? Non! Non, c'est faux. Donc, on ne rentre même pas dans la boucle et on passe directement à la suite. Et voici comment on déclare notre boucle. Malheureusement, on déclare rarement des boucles comme ça. Généralement, on les déclare suivant un tableau de user, par exemple. Donc ici, je vais faire i est plus petit que user.length. Et donc là, tu vois que user.length, si je l'affiche juste ici, console.log de user.length, c'est 2. Donc ici, c'est comme si je fais i plus petit que 2. Et ici, je vais faire let i est égal à 0, puis ensuite je vais itérer. Et donc là, je vais pouvoir récupérer un user. Par exemple, je vais faire user est égal à user. Et là, justement, je peux passer en paramètre i. Et là, je vais pouvoir console.log i, user. Et maintenant, tu vois qu'à la première itération, on a l'index 0, ça représente l'élément qui a l'id 1. Donc le premier élément juste ici, puis ensuite l'index 1, ça représente l'élément qui a l'id 2, c'est-à-dire le deuxième élément qui est juste ici. Et on va pouvoir lire chacun de nos utilisateurs. Ça, à quoi ça sert? Par exemple, ici, on pourrait dire que cette boucle, elle permet d'incrémenter tous les id de 1. Et donc là, je vais faire, et là, c'est très intéressant. Tu vois qu'ici, j'ai stocké user, mais on est d'accord que les tableaux, c'est un type de référence et que les objets aussi, c'est un type de référence. Et donc, si je modifie un user dans un tableau, il sera modifié aussi dans le tableau. Donc là, si je fais user.id est égal à user.id plus 1, maintenant, tu peux voir que si j'affiche user ici, tous les ID ont été incrémentés. Avant, il y avait ID1, ID2. Maintenant, il y a ID2 et ID3. Malgré que j'ai modifié la variable user qui est stockée ici. Parce que là, il ne faut pas oublier que user, c'est une référence. Et cette référence, elle contient deux autres références qui sont des adresses. Et donc là, je modifie la sous-adresse user. Et c'est pour ça qu'ici, ça modifie bien ma référence. Et donc là, je pourrais faire plein de choses. Je pourrais créer un nouveau tableau. Par exemple ici, user copy. Et puis venir ici faire un tableau. Et puis copier user en faisant user copy .push. Et donc on n'a pas encore vu cette méthode, mais c'est l'occasion. .push permet d'ajouter dans un tableau. Ça permet de push dans un tableau. Et donc ici, je vais faire .push. Et ici, je vais rajouter une copie de user, comme ceci. Et ensuite, je vais pouvoir, là, afficher user copy. Par exemple, ici, user copy.
Bon, c'est pas très intéressant comme exemple, mais on a la base de ce qui s'est passé ici. On va pouvoir aller dans la boucle et puis exécuter cette action pour chacune de notre boucle. Maintenant, imagine-toi qu'on a envie de faire la même chose, mais avec la boucle while, que tu te poses sûrement la question comment on l'utilise. While, c'est la même chose, mais en fait, il n'y a qu'une seule condition. Tout ce qui se passe, c'est une condition. Et donc là, on va pouvoir faire un peu la même chose qu'avant, et c'est pour te montrer un peu comment ça fonctionne. D'abord, on initialise i est égal à 0. Puis ensuite, je fais i plus petit que user.length. Et là, je vais faire l'action, c'est-à-dire, ici, je vais récupérer const user est égal à user de i. Puis je fais user, ici, il me fait une petite erreur, je ne sais pas pourquoi. Const user, et ensuite je vais faire user.id est égal à user.id plus 1. Et ici, il a décidé de m'embrouiller avec son user qui est accédé avant l'initialisation. Parce que je fais une boucle infinie, donc ça fait crash totalement mon application. Et donc, il ne faut pas oublier à la fin d'incrémenter i++. Et donc, maintenant, on peut bien voir que si j'affiche user, eh ben, tous les ID ont été incrémentés. Et là, c'est totalement ce que tu vois par rapport à la boucle for. Si je t'ajoute ça ici dans mon schéma, eh ben, tu peux voir que l'initialisation, eh ben, elle se produit avant, juste ici. Ensuite, la condition, elle se produit aussi avant chaque action. Puis une fois que cette condition est validée, eh ben on fait l'action et à la fin de l'action, on fait la post-action. Et la post-action, elle va définir si on refait la boucle, etc., etc. La boucle while permet pas vraiment de faire ça et je te déconseille de faire ce qu'on a fait jusqu'ici. C'est vraiment pas le but de la boucle while. Là, on est totalement dans un cas de la boucle for. La boucle while, elle permettrait de nous dire, par exemple, ici, j'ai envie de construire une string qui a 100 caractères ou j'ai envie de construire c'est compliqué sans input de l'utilisateur, mais en clair, là, je pourrais dire j'ai envie que du moment que user du dernier user, donc ici user.length moins 1, et bah, ce soit complètement égal à 3, par exemple, et bah, j'incrémente le dernier user. Et donc là, tu sais pas jusqu'à quand faut incrémenter le dernier user. Tu vois que je vais faire user.length ici .id ici il faut que je rajoute .id comme ceci et là je vais faire plus égal 1 et donc là tu sais pas jusqu'à quand en fait il y a besoin d'exécuter cette boucle. D'ailleurs ici il s'exécute jamais du moment que celui-ci est plus petit que 3 et là apparemment j'ai fait une erreur. Cannot read property of ID, parce qu'ici j'ai oublié moins 1. Et du coup, tu vois qu'ici ça arrive à 3. Et du coup, je dis, du moment que l'ID il n'est pas complètement égal à 3, et ben, j'exécute ma commande. Et donc là, tu peux voir que ça exécute 8 fois ma commande jusqu'à que l'ID soit pas plus petit que 10. Bref, ce while, je l'utilise jamais et franchement, je te déconseille de l'utiliser. Dans 99% du temps, c'est vraiment inutile, sauf pour ce qu'on appelle des boucles infinies ou attendre quelque chose ou faire quelque chose de vraiment spécifique. Mais les boucles while, c'est nul et franchement, pas très intéressant. Le dernier truc qu'on peut voir, c'est les boucles do. Et donc là, on fait l'inverse. Et donc, cette fois, c'est vraiment l'inverse. Do while. Et donc là, je vais pouvoir créer let i est égal à 0. i++, et là je vais faire du moment que i user.length i est plus petit que user.length, et ben je vais faire user de i.id plus égal 1, et donc là on peut voir qu'encore une fois on a incrémenté tous les id de 1. Sauf qu'ici on fait l'inverse, donc si là je te rescreen ça et que je te le remets là, et ben en fait c'est comme si je faisais l'initialisation au début, et ensuite je fais la post-action, ici, et c'est que après que je fais la condition. Quelle est la différence principale avec le simple while? Eh ben, c'est juste que même si cette condition elle est false dès le départ, eh ben, tu peux voir que ça m'a incrémenté le premier utilisateur. Parce que même si c'est false et que là j'affiche un console.log it's false, eh ben, tu peux voir que ça m'affiche la console. Ça veut dire qu'en fait, dans tous les cas, on va exécuter cette condition maximum une fois. Et ce qu'il faut noter, c'est que la condition s'exécute après. Après, c'est le maître mot ici. Il faut juste mémoriser que cette condition s'exécute après.
Maintenant qu'on a vu tout ça, à quoi ça sert notre boucle for? Et par exemple, on pourrait créer une fonction const maxID. Et donc, on va créer une fonction ici, maxID, et elle va venir prendre un array et elle va chercher l'ID maximal ou le nombre maximal. Donc là, je vais remplacer ça en faisant juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, 531. Et là, je vais faire const max number est égal à 0. Puis ici, je vais faire, par exemple, for let i est égal à 0. Et là, tu te rends compte que c'est chiant d'écrire let i est égal à 0 constamment, encore et encore et encore. C'est pour ça qu'il y a une deuxième syntaxe qu'il faut que tu connaisses, c'est const item ou n'importe quelle variable ici, of array. Et donc là, je viens faire la même boucle for, sauf qu'ici, au lieu de devoir se faire chier à faire let i est égal à 0, i plus petit que user.length, etc., etc., et tout ce que j'utilise, c'est cette élégante syntaxe qui va faire exactement la même chose. Tu vois que si ici, je fais console log item et que j'appelle la fonction maxID, avec un paramètre évidemment, sinon ça ne marche pas, on peut voir que ça a lu tout mon tableau comme ceci avec tous les éléments. Et j'ai pas eu besoin de faire de for, let i est égal à 0, etc. Et donc maintenant qu'on a fait ça qui représente exactement une boucle for, on va pouvoir faire if item est plus grand que max number qui commence à 0, ou on pourrait le faire d'ailleurs moins infinity, au moins on est sûr que ça correspond directement au départ. Et dans ce cas-là, je vais remplacer max number par item. Et finalement, je vais pouvoir retourner max number. Et donc là, tu peux voir que si je fais const max number ici, puis console.log de max number, ça représente bien 531. Donc je suis venu récupérer le nombre maximal. Mais on pourrait aussi vouloir faire une autre méthode qu'on va faire juste ici qui s'appelle multiply by 2. Et là, on aura un truc intéressant. Là, je vais faire for ici. Je ne peux pas utiliser cette syntaxe-là parce que là, item, il représente un élément qui a été copié. Et donc, là, je peux faire des conditions, je peux manipuler la variable item, mais je ne peux pas modifier l'élément. C'est-à-dire que ici, si je prends mon tableau et que je fais item est égal à 44, mis à part me donner une mauvaise réponse juste ici, assignement of a constant, donc ici un let, mis à part ici me donner 44, en fait, ça va juste pas marcher. Et ici, si on regarde users, qui s'appelle user alors qu'il devrait s'appeler, ici on va le renommer number, chook number, tu peux voir qu'il n'a pas changé même si j'ai égalisé avec 44. Pour résoudre ce problème, dans cette fonction, on va vouloir faire const multiply by 2. Lui, il va prendre un tableau, paramètre, et pour l'instant, il va pas prendre de tableau. On va direct modifier. Et donc là, je vais faire for let i est égal à 0, i plus petit que number.length, puis i++, et là, je vais pouvoir faire number de i fois égale 2. Et maintenant, si j'appelle multiply by 2, et que je fais un console log de max de number, tu peux voir que tous les nombres ont été dupliqués. 1 est devenu ici 2, et on va rendre ce tableau beaucoup plus petit pour que ce soit digeste. On va faire 212 et 24, et 9. Et donc tu peux voir que ici 200 il est passé à 400, 12 il est passé à 24 et 9 il est passé à 18. Donc chaque élément s'est vu dupliqué par 2. Mais là il y a un truc horrible qu'on vient de faire. Et là je t'apprends sur les bonnes pratiques. Mais multiply by 2, elle est en train de modifier ma fonction. Alors même que modifier mon tableau number. Alors que nous on n'aimerait pas trop ça. On préférerait passer un paramètre ici et venir dupliquer ce tableau. Ici on va faire duplicate array est égal à, ici, on va faire un array. Et là, je vais remplacer ça par duplicated array. Et finalement, je vais retourner duplicated array. Donc là, évidemment, je vais lui passer number en paramètre. Et tu peux voir que number, cette fois, il n'a pas changé. Mais là, si je fais duplicated numbers comme ceci et que maintenant j'affiche duplicated number, tu peux voir que lui, il a été modifié. Et ça, c'est un principe important du JavaScript, c'est que nos fonctions, elles doivent être pures. Et une fonction pure, c'est une fonction qui n'influence pas en dehors de sa scope. Sa scope, elle commence ici dans son corps de fonction, elle termine ici, à la fin de son corps de fonction. Et tout ce qui n'est pas dans sa scope, elle ne devrait pas le modifier. En l'occurrence, array, c'est un paramètre. C'est pas dans sa scope.
Array, il vient d'ici, il vient d'autre part. Donc, il ne peut pas modifier array. Il faut toujours dupliquer les tableaux pour faire attention à corriger tout ça. Maintenant qu'on a créé ces deux méthodes qui fonctionnent, comme on l'a vu, si je te disais qu'il y avait un moyen plus simple. Et tout ça, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle de l'impératif. On a décrit précisément ce qu'on voulait. Max ID, si tu le lis, tu dis « Ok, je récupère max number qui est égal à moins infinity. Puis pour chaque item, je vérifie si l'item est plus grand que max number. Si c'est le cas, je change la valeur de max number. Puis finalement, je return max number. » Voici un peu ce que tu fais. Et ici, multiplicate by 2, c'est que tu fais « Alors, je vais prendre un tableau en paramètres. Je commence par le dupliquer. Et pour chaque élément de mon tableau, je viens les multiplier par 2. Et finalement, je retourne duplicated array. » C'est ce qu'on appelle des méthodes déclaratives. Mais il y a un moyen de faire du impératif. Et maintenant, on va faire du déclaratif. Et le déclaratif, c'est le fait de déclarer clairement ce que tu veux. Par exemple, si je veux faire duplicated number 2, en fait, je peux juste faire, et là, attention, number.map. Et map, ça va prendre une fonction de callback qui va être itérée pour chaque élément qui compose number. Donc ici, je vais par exemple prendre n et je vais dire pour chaque élément, et ici, la valeur que tu vas retourner va remplacer cette valeur. Et donc, c'est exactement ce que je veux faire. Je veux appliquer un modifieur pour chaque élément. Et donc là, je vais dire pour chaque élément, j'ai envie de faire n fois 2. Et donc là, pour chaque élément, ici, tu peux voir que si j'affiche duplicated number 2, on voit qu'il a été dupliqué exactement de la même manière que notre fonction. Jusque là, il faut bien que tu te rendes compte qu'à la place de tout ça, j'ai fait ça. Une ligne contre 5 lignes. Et ça, c'est déclaratif parce que ce que je dis, c'est tu vas map sur chacun des éléments et tu vas leur appliquer un modifieur. Et pour t'imaginer un peu à quoi ressemble ce map, si on vient juste ici, tchouk tchouk tchouk, en fait de base on a un tableau avec plusieurs éléments. Ici on a le premier élément qui est égal à 200 je crois, si je ne me trompe pas, tchouk 212 et 9. Et nos tableaux ici, on va dire tchouk, tchoukadi, boum. Ici c'est notre tableau original, number. Et nous on va dire pour chacun des tableaux on va appeler un modifieur qui va créer ensuite comment je l'ai appelé déjà, duplicated, c'est pas duplicated number, c'est multiply by 2 number, bon c'est pas grave. On va l'appeler multiply by 2 number, ce qui est un nom beaucoup mieux. Multiplicated by 2. Et donc ça va être un nouveau tableau. Et là, ce qu'on va appeler ici, c'est ce qu'on appelle un modifier ou un callback. Moi, j'aime bien l'appeler callback parce que c'est le nom que la documentation lui donne. Et il va faire une action. Et en l'occurrence, notre callback, ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous dit « Je prends le paramètre x et comme une fonction, je retourne x fois 2 ». Je ne sais pas si tu reconnais cette syntaxe, mais si on va dans Chrome et que je cherche x est égal à x fois 2 graph, on a cette fonction-là. Tu vois que ici, si tu tapes y est égal à x fois 2, en fait, ça va venir appliquer une modification. Et si on prend le nombre qui va être, par exemple, ici 25, on peut voir que 25, ça va donner 50. Ça va être multiplié par 2. Et donc, nous, on va faire cette fonction un peu. X est égal à x fois 2. Et donc, ici, ça va représenter les x en maths. Et ici, ça va représenter les y qu'on voit juste ici. Et donc, on va prendre le premier. On va faire 200 fois 2. Et donc lui, il va retourner évidemment 400, qui va être dans son nouveau tableau, 400. Puis ensuite, on va faire 12 fois 2. Ici, 12 fois 2. Et lui, il va retourner 24, comme ceci. Puis là, on va faire 9 fois 2. 9 fois 2 est égal ici à 18. Et donc là, on a ce qu'on appelle un nouveau tableau qui est le résultat de y dans une fonction mathématique qui représente 424 et 18. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mapping. On vient mapper, et donc mapper, c'est passer sur chacun des éléments, leur appliquer ma fonction callback pour avoir un nouveau résultat. 200 passe à 400, 12 passe à 24 et 9 passe à 18. Et comme tu peux le voir, et ça c'est un exercice que je fais
dans les cours gratuits que tu trouves dans la description, c'est que au début, on a d'abord écrit la fonction par nous-mêmes, multiplicate by 2, et ensuite, on a écrit notre fonction juste ici. Et d'ailleurs, on va s'amuser à la modifier un petit peu pour te montrer ce que je fais dans Begin JavaScript. Ici, par exemple, là, je peux prendre un callback, fonction callback, et je vais appliquer une modification juste ici. Et donc là, je vais faire duplicate array de i est égal à callback de duplicate array de i. OK? Et donc, moi, je vais renommer ça juste copy, ça va être un peu plus court. Et celui-là, je vais la renommer map, comme ceci. Et donc là, duplicated number, que je vais l'appeler par exemple double number, comme ceci. Et bien, tu peux voir que ici, si je fais double number 2, et bien là, je vais pouvoir passer la même fonction que j'ai fait juste ici. Là, je lui passe en paramètre la même fonction. Et là, tu peux vérifier que double number, il est bien égal à 424 et 18. Parce que ce que je fais, c'est la même chose que la méthode map qu'on a vue juste ici. C'est que je copie le tableau. Ensuite, pour chacun des éléments du tableau, je viens lui appliquer, je viens modifier mon élément du tableau et je viens lui appliquer ma copie et finalement, je retourne le tableau. D'une autre manière, ici, tu pourrais aussi juste faire un tableau vide et puis ici, faire .push, comme ceci. .push qui vient ajouter un élément à notre tableau et tu peux voir qu'ici, évidemment, ça ne marche pas parce que je suis pas très doué. Parce qu'ici, je fais copy au lieu de faire array. Et si je fais array et ici array, ça fonctionne bien. Et c'est une autre manière de faire qui vient en fait directement créer un nouveau tableau à la place. Et donc là, on a bien 424 et 18. Mais ça, c'est très verbeux. C'est très verbeux quand en fait JavaScript, si on va sur la doc MDN map, eh ben, on peut voir qu'il a directement créé de manière native et intégrée dans JavaScript array.map. Et array.map, il te permet de faire ce que j'ai fait ici. Donc ici, tu vois qu'il y a la même démo qui vient multiplier chaque élément par 2. Et ça va permettre de multiplier chaque élément par 2 comme je l'ai fait ici. Ce type de méthode, eh ben, on peut aussi remplacer notre maxID qu'on a fait juste ici. Notre maxID, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère le plus grand nombre. Eh ben, il y a une autre méthode sympa en JavaScript qui s'appelle le reducer. Le reducer, je vais te le montrer ici, comme ceci. On va faire const maxNumber2 est égal à number.reduce. Et reduce, comme son nom l'indique, il va réduire un set de données. Du coup, ici, ça représente 424 et 18. Il va réduire ce set de données pour ne donner qu'un seul nombre. Et donc, pour réduire ce set de données, il va prendre deux valeurs. Donc là, tu vois qu'il y a une callback function et ici, il y a les différentes valeurs. Le premier paramètre, c'est previous value. Ensuite, il y a current value et current index. Et ici, on va pouvoir faire ce qui se passe là. Previous value, ici, moi, je vais l'appeler accumulator. Je ne sais pas pourquoi ils me l'appellent previous value. Current est égal à une fonction. Et là, par défaut, je vais mettre -infinity comme on l'avait vu. Et maintenant, je vais pouvoir dire return current. Et donc là, si j'affiche maxNumber2, tu vas voir que ça ne va pas marcher, c'est ma fiche 9. Et là, en fait, pour chaque itération, la valeur qu'on va retourner va remplacer l'accumulateur qui est ici. Donc ici, je peux faire if current est au-dessus de l'accumulateur. Dans ce cas-là, je retourne current. Et dans le cas inverse, je retourne l'accumulateur. Et donc là, tu peux voir que ça me donne bien 200, qui est le nombre le plus grand. Mais qu'est-ce qui se passe plus précisément ici? Normalement, j'ai aussi préparé un schéma pour le reduce. Le reduce, son concept, c'est de prendre plusieurs valeurs et te les redonner en, par exemple, un set de valeurs uniques. C'est-à-dire qu'il va te prendre plusieurs valeurs et il va te retourner qu'une seule valeur. Imagine-toi ici que je veux faire la somme. Donc ici, j'aimerais bien que 1, 2, 3, il soit égal à 6. C'est-à-dire que je viens additionner chacun des éléments de mon tableau. 1 plus 2 plus 3. Et bien pour ça, je peux utiliser reduce et puis accumulateur qui va sur current, qui fait une fonction qui additionne les deux. Ce qui va se passer, c'est que pour chaque itération, au début, l'accumulateur, il va prendre la valeur par défaut. Donc tu vois qu'ici, la valeur par défaut, c'est -infinity. Là, moi, je passe 0. Donc, par défaut, l'accumulateur, il sera égal à 0.
Et ensuite, je vais faire accumulateur est égal à 0, current est égal à 1. Et ensuite, je vais prendre la fonction ici qu'on a passée en callback et je vais l'appliquer. 0 plus 1 est égal à 1. Et ici, avec la syntaxe d'arrow function inline, je retourne directement la nouvelle valeur. Donc ici, je retourne la valeur qui est égale à 1. Et du coup, pour la prochaine itération, je prends le résultat qui était juste ici. Quand on est d'accord, c'est 1. Et ben, je viens le stocker dans l'accumulateur et je vais prendre le résultat de ce 1 pour venir faire ma prochaine itération. Et maintenant, 1 plus 2, et ben, c'est égal à 3. Et donc là, maintenant, je vais prendre le résultat de cette itération-là pour venir l'égaliser à 3. Et maintenant, je vais faire 3 plus 3 est égal à 6. Parce que du coup, j'ai repris le résultat ici, que j'ai passé là, que j'amène là. 3 plus 3 est égal à 6. Donc, ça fait 6. Et la valeur que nous retourne reduce, c'est ce qu'on appelle l'accumulateur. Parce que tu vois que l'accumulateur, il a accumulé les données une première fois ici, une deuxième fois ici, une troisième fois ici. Il vient accumuler les données pour finalement retourner ici. Accumulateur est égal à 6. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. On vient accumuler les données jusqu'à retourner la plus grande valeur. Petite pause, on boit de l'eau. N'oublie pas de boire de l'eau pendant mes vidéos. D'ailleurs, dans la formation que tu trouveras dans la description, tu verras que c'est assez drôle parce que je propose une pause pour que tu puisses te désaltérer et qu'on puisse découvrir qu'est-ce qui se passe. Donc ici, je vais sur la pause. Ici, tu vas pouvoir voir la première pause et tu verras, c'est assez cool. J'aime bien dans mes formations faire des pauses. Ça permet aux élèves de ne pas se décourager, de prendre leur temps et de se rappeler qu'on a du temps. Alors, je continue à boire. Je profite de cette pause pour te dire qu'en troisième lien de la description, normalement deuxième lien, tu pourras avoir accès à mon Discord communautaire. Dans ce Discord, le but c'est de t'aider et le but c'est de te donner toutes les dernières news. Tu seras le premier informé de tout ce qui sort, de tout ce que je fais et je te conseille de rejoindre ça. C'est pas un Discord d'aide, c'est vraiment un Discord communautaire, donc n'hésite pas à rejoindre. Retournons à nos moutons. Maintenant, on a vu le reduce et je t'ai expliqué comment il fonctionnait. Il permet de faire pas mal de choses. Donc ici, il me permet de faire exactement la même chose qu'avant et je vais te les mettre à côté pour les comparer. Ici, en fait, je passais sur chaque item et là, en guillemets, on peut l'appeler mon accumulator. Et mon accumulator, il va prendre ici la default value. Et donc là, tu vois que je vais passer la default value. Et ensuite, pour chaque élément, ici, je vais appliquer le callback. Et donc là, je vais prendre la fonction callback. Et là, je vais faire si callback, enfin, non, je vais juste faire const return, enfin, je vais juste faire accumulator, pardon, est égal à callback. Et là, je vais passer en premier argument l'accumulator et en deuxième argument l'item actuel. Et ensuite, je vais finalement retourner l'accumulator. Et donc là, tu peux voir que je vais l'appeler reduce. Et si je remplace ici reduce de number suivi de la même fonction qu'on a fait juste ici, suivi de virgule point infinity, et ben tu peux voir que mon max number, il a exactement la même valeur. C'est-à-dire que là, de la même manière, je vais passer cette fonction et pour chaque itération, je vais récupérer la valeur de retour de cette fonction pour remplacer mon accumulator, comme je te le montre ici. Ça, c'est vraiment comment fonctionne Reduce à quelques détails près, notamment que ici, il nous passe aussi l'index, mais ici, on la passe, pas grave. Et donc, Reduce, il va prendre la default value pour initialiser notre accumulator. Puis ensuite, pour chaque itération, il va venir appliquer remplacer notre accumulator par le résultat de la fonction callback. Et finalement, il va retourner l'accumulator. Ça, c'est deux fonctions des tableaux en JavaScript et on a encore beaucoup. Pour les autres, je ne vais pas prendre autant de temps parce que là, tu vois qu'on a non seulement déconstruit les fonctions et on les a recodées nous-mêmes. Ça, c'est ce que je fais dans Begin JavaScript pour toutes les fonctions avec des exercices que tu vas devoir faire. Tu verras, c'est génial. Et ensuite, ici, on a aussi tout simplement compris avec des schémas comment ça fonctionnait, etc. Je vais te montrer quelques autres méthodes assez cool. Par exemple, ici, j'aimerais bien retourner. Si là, je modifie mon tableau avec, par exemple, ici, moins 5 et ici, je vais créer aussi moins 200. J'aimerais bien avoir un tableau only positive number. Positive number. Et bien pour ça, tu peux utiliser number.filter. Et là, encore une fois, c'est toujours la même chose. Il prend une callback.
Ici, je vais faire f qui va sur f supérieur à 0. Donc ici, je peux remplacer ça si je veux faire du clean code, parce que c'est quand même ce que je t'apprends. Number est complètement supérieur égal à 0. Et du coup, positive number, ici, ça va filtrer mon set de number en supprimant tous les éléments qui ne respectent pas la condition que je viens de mettre ici. Donc ici, on peut voir, est-ce que 200 est supérieur à 0? Oui. Boum, on l'ajoute dans positive number. Est-ce que moins 5 est positif à 0? Non. Donc on ne l'ajoute pas dans positive number. Est-ce que 12 est positif? Oui. Moins 200? Non. 9? Oui. Et ça nous donne un nouveau tableau. On a d'autres méthodes sympas, notamment number.sum. Et sum, il va nous retourner true s'il y a un des éléments qui respecte la condition. Par exemple, si ici je fais number qui va sur number supérieur à 100, et bah positive number, ou je vais plutôt lui faire result, ça va être plus cool. Et il est à true parce qu'il y a en tout cas un élément qui respecte cette condition-là, c'est celui-là, c'est le 200. Mais tu vois qu'ici, si je fais 201, et bah ce sera false parce qu'il n'y a plus aucun élément qui est supérieur à 200. Et on a inversement, celui-là, sum, il vérifie qu'il y en a minimum un qui respecte la condition. Si on a un, ça renvoie true. Si on a 10, ça renvoie true. Si on a 0, ça renvoie false. La seule condition pour que ça renvoie false, c'est 0. Mais à l'inverse, on a every. Et every, il va nous dire, j'ai envie que tous respectent cette condition. Et donc là, par exemple, il va dire, est-ce que tous les éléments sont supérieurs à 100? Bah oui, non. Et bah c'est fini. Terminé, il n'y a plus, c'est false. Par contre, si ici je fais, est-ce que tous les éléments sont de type of number complètement égal à number? Et bah tu peux voir que là, ça me retourne true. Parce qu'on peut bien voir que si ici je te cache ce truc, on peut bien voir que tous les éléments, ils sont bien de type number. Mais si ici je rajoute un booléen, par exemple là, boum, ça passe à false parce qu'il y a un des éléments qui n'est plus égal à type number. Il y a d'autres méthodes bien sympathiques comme reverse. Reverse, assez intuitivement, il vient, on va dire, pourquoi ça ne m'affiche pas? Ah voilà. Il vient inverser les éléments, c'est-à-dire qu'avant le 200 il était en premier, maintenant il est en dernier, donc ça c'est une petite méthode sympa à connaître. Et on a sort aussi, ça c'est une méthode assez cool. Elle utilise l'algorithme quicksort pour ordrer nos éléments et pour ça on passe encore un callback. On va prendre A et B et je ne vais pas t'expliquer cette fonction, mais par exemple si je fais A-B, et bien ici ça vient ordrer du plus petit au plus grand, parce que là ce que je fais c'est que je compare toujours l'élément A à l'élément B. Donc ici ce sera toujours l'élément le plus petit qui va être en premier. Et si je fais l'inverse B-A, et bien ici, je viens ordrer du plus grand au plus petit. Je ne vais pas expliquer comment fonctionne cette fonction sort, mais elle existe et je voulais te la montrer. Voilà un peu pour reduce right. Je ne connais pas cette méthode. Voilà un peu pour nos différentes méthodes. Il y en a une qu'il faut à tout prix que je te montre, c'est for each. For each, il permet de faire une boucle. Par exemple ici, n, qui va sur n console.log n. Et tu vois qu'ici, ça vient log. Mais for each, il ne retourne aucune valeur. C'est-à-dire que là, si j'essaie de log result, ça retourne undefined. Et for each, c'est comme une boucle. Mais moi, je ne le recommande pas. Je vais te montrer pourquoi. Parce que, imagine-toi qu'ici, j'ai envie de log tous les éléments qui sont supérieurs à 100. Donc, je vais faire number.filter. Et là, on va pouvoir chaîner les méthodes. Vu que filter retourne une copie du tableau, je vais pouvoir faire filter de number qui va sur number est supérieur à 0. Au moins, on filtre que les éléments positifs. Donc ici, tu peux voir que si je récupère la valeur, ça représente bien que les éléments positifs. Et maintenant que j'ai que les éléments positifs, je vais pouvoir faire for each de n qui va sur console.log de n. Et donc là, tu vois qu'on a 212 et 9. Et du coup, on utilise filter et for each. Mais il faut bien comprendre que filter, il va venir mapper sur tous nos éléments une première fois. Et qu'ensuite, for each, il va le faire une deuxième fois. Et ici, on peut chaîner plein de méthodes, mais chaque fois, on va refaire de la chaînage. Moi, je te conseille de toujours, et ça c'est mon conseil de la vidéo, for const number of numbers. Comme ceci. Et là, ici, je vais pouvoir faire console.log number. Et si j'ai envie de récupérer que les éléments positifs, et là je fais si number
est plus petit que 0, et ben dans ce cas-là, j'utilise continue. Qu'est-ce que ça fait continue? J'ai oublié de vous le présenter, mesdames et messieurs. Quelle bête je suis. Heureusement que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, parce que ça te permet de ne pas manquer des informations. Continue, il permet de continuer la boucle. C'est-à-dire que ça représente un peu comme le next. Ça va venir dire l'itération ici. Tu vois que si ici je fais console.log number, et que là je fais une boucle comme ça, et là je fais const continue, virgule number, et bien là tu vois que pour moins 5, je viens continuer. Donc là, tu vois, je lis cette ligne, et dès qu'on lit continue, boum, ça recommence au début et ça refait la boucle, et etc. etc. Donc ça, c'est le premier mot-clé que je vais te montrer ici. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai le même résultat qu'ici, sauf que je passe qu'une seule fois dans ma boucle et que le code, il est plus clean. Donc moi, je te conseille de toujours utiliser for const. For each, tu le bannis. C'est fini. Maintenant, il y a un deuxième mot-clé qu'il faut que je te montre avec ces boucles avant de te laisser. Ici, je pourrais dire si number est plus petit que 0, je break. Et donc là, tu vois que ça m'affiche que 200. Parce que là, si j'affiche console.log break avec ici number, et ben on voit qu'à moins 5, donc au deuxième élément, ça a break. Et break, contrairement à continue, c'est un peu comme le return. Ça arrête toute la boucle. La boucle, après, elle est finie. C'est fini, ça arrête. C'est stop. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Tu vois que si ici, je déplace le moins 5 en troisième argument comme ceci, et ben cette fois, ça a affiché 212. Et après, pour le 5, ça l'a affiché ici. Et après, ça a break. Stop. Stop it. Stop la boucle. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Voici un peu pour les boucles et pour ce filter. Maintenant, on va voir les différentes méthodes de tableau. Donc ici, si je t'affiche number, il y a plusieurs méthodes. Number.push, ça permet d'ajouter un élément. Ensuite, on a number.pop qui permet de supprimer le dernier élément et de le stocker dans une variable. Donc là, si je fais last value comme ceci et qu'ici, j'affiche last value, et ben, tu peux voir que ça représente ajouter. J'ai ajouté un élément, puis avec pop, je l'ai enlevé. Il y a une autre méthode, c'est unshift. Et unshift, ça vient ajouter l'élément au début. Push, ça ajoute à la fin. Unshift, ça ajoute au début. Si ici, je te montre tous mes schémas que tu retrouveras évidemment dans la formation Begin JavaScript. Ici, si je prends mon name, et bien ici, quand je push, je l'ajoute à la fin. Quand j'utilise pop, je l'ajoute. Quand je push, je l'ajoute à la fin. Alors que quand je unshift, j'ajoute au début. Et ensuite, quand je pop, j'enlève le dernier élément et je le stocke. Et quand je shift, j'enlève le premier élément et je le stocke. Et donc là, tu peux voir que ici, si je fais shift, et bien encore une fois, ça a enlevé le premier élément et ça l'a stocké dans la valeur last value. Donc on a vraiment, pour résumer, push, ajoute à la fin. On a pop, enlève à la fin. Unshift, ajoute au début. Et shift, ajoute à la fin. Comme ceci, c'est beau la vie. Et donc ici, on pourrait faire un magnifique tableau qu'on peut faire juste là. Tchouk, tchouk, comme ceci. En moins, on a toutes nos méthodes qui seront ici. On a ici début, fin, comme ceci. Hop là. Et là, on a ajoute ou enlève. Et donc là, petit quiz. Quelle fonction ajoute au début? La réponse, unshift. Et on va la rendre toute petite, comme ceci. Is. Quelle fonction ajoute à la fin? Eh bien, on a vu, c'est push. Quelle fonction enlève au début? C'est shift. Et puis, quelle fonction enlève à la fin? C'est pop. Et donc, ce tableau-là, tu peux te l'imprimer. C'est les règles concernant la manipulation de l'ordre des données dans un tableau. Maintenant, on va pouvoir voir quelques autres méthodes. Parce qu'imagine-toi que tu as envie d'enlever un élément à l'index 3. Je ne sais pas pourquoi tu as envie d'enlever un élément à l'index 3. Et bien pour ça, il y a deux méthodes différentes qui sont assez tricky. La première méthode, c'est slice. Slice, elle va retourner une copie, alors que la méthode splice va modifier le tableau. Donc là, tu vois que si je fais start, tu as envie d'enlever l'élément 3. Donc son index, c'est 2.
Et ensuite, je dis que j'ai envie d'en supprimer un. Et donc là, tu vois que j'ai supprimé le -5 ici. Ou si je l'affiche delete, delete me, tu vois que j'ai enlevé l'élément 3 qui est entre l'index 2 et ensuite j'en ai supprimé un. Et par exemple, si j'ai envie de supprimer deux éléments, et ben je commence à l'index 2 et ensuite je supprime deux éléments. Et donc là, tu vois que ça a supprimé delete me et -200. Après, on a la méthode slice et lui, tu vois qu'il n'a pas modifié le tableau, mais il a retourné new number et ce new number, et ben c'est pas forcément pareil slice. Voilà, je me suis fait piéger. Slice, il prend comme paramètre start et end. Et donc là, en fait, on vient récupérer un bout du tableau. Donc là, par exemple, je vais récupérer de 2 à 4. Et donc là, tu vois que je récupère de l'index 2 à l'index 4. 4, il est exclusif, alors que 2, il est inclusif. Donc le premier élément inclusif, dernier élément exclusif. Et donc là, ça me permet de récupérer une sous-portion du tableau qui va être dupliquée dans un nouveau tableau. Et donc, voici un peu pour ces deux autres méthodes. On a pas mal vu les tableaux jusqu'ici, on a presque tout vu sur les tableaux. Encore une fois, dans la description, la pratique avant tout. Tu n'apprendras pas avec cette vidéo YouTube, tu n'apprendras pas avec le prochain tutoriel YouTube. Quitte le tutoriel L et rejoins la description, tu vas kiffer, je te l'assure. Maintenant, on va terminer avec les objets. On a vu les boucles, on a vu les tableaux et j'ai juste 2-3 trucs à te montrer avec les objets. Sloop là, on supprime tout. Const user est égal à id 1, name Melvin, âge 42, adresse chemin de l'Élysée, chemin de la saucisse. Voilà. Si, imagine-toi que tu as envie de mapper chacun des éléments de mon objet user, utiliser une boucle mais avec un objet et pas un tableau, et bien c'est aussi possible. For let, et là on va juste faire test, in user. In et pas off. Off pour les tableaux, in pour les objets. On n'oublie pas ça. Et maintenant, si je fais console.log test, et ben tu peux voir que test, ça représente, attention, la clé. Et oui, c'est la clé qu'on est en train de récupérer ici. Et donc, pour récupérer l'item, la value, et ben je peux faire user de key. Et là, tu vois l'utilité de cette syntaxe-là. Parce que là, si j'écris key, les clés de chez moi, par exemple, les clés de chez moi, comme ceci, et ben tu peux voir qu'ici, il y a clé qui apparaît juste ici. Et là, on récupère valeur de clé. Si je fais point clé, et ben, il faut que j'ajoute value, sinon évidemment, ça ne va pas marcher. Boum! Si je fais value, et ben là, il y a toujours, on va juste l'appeler les clés, ça va être plus court. Là, je retourne toujours les clés. Parce que j'appelle user.key, donc je vais récupérer l'élément qui a la clé key dans mon objet. Alors que nous, on a envie de récupérer l'élément qui représente la variable qui est contenue dans clé. Et donc ici, tu vois que ça fonctionne beaucoup mieux quand tu fais ça. Si on rajoute key value, et ben on peut voir ici qu'on a clé id 1, name, value, etc. Donc ça, c'est la syntaxe for in qui nous permet de mapper sur des objets. Et on peut aussi faire plus simple en faisant for off, ici avec un const, il ne faut pas hésiter à utiliser des consts, for off object.entries de user. Et donc cette fois, si je te console log key, tu vois que ça représente un tableau qui contient le premier élément, c'est la clé, et le deuxième élément, c'est la value. Et donc là, tu peux plus facilement faire key, value, comme ceci. Et puis là, par exemple, on affiche le console log. Mais donc là, on voit bien qu'on a key value. Et là, pour chaque itération, on affiche id 1, name Melvin, h42, etc. On a aussi, plus simple, si tu as envie de récupérer que les clés et que tu n'as pas envie d'utiliser foreign, je ne sais pas pourquoi, tu utilises object.keys. Et donc là, la clé, elle va représenter ici la liste. Mais en fait, ce que fait object.keys, c'est tout simplement qui transforme notre user en un tableau qui contient les clés. Et puis, on a object.values. Et lui, inversement à object.keys, et un peu intuitivement, il va transformer notre objet en un tableau de valeurs. Et donc là, tu peux voir que ça représente bien le tableau
de valeurs. Et c'est deux méthodes assez utiles pour nos objets. En fait, c'est les trois trucs qu'on utilise à peu près le plus. Et on a fait le tour de ces deux méthodes d'objets. Tu as juste besoin de les connaître et quand on en auras besoin, tu le sauras, j'ai envie de te dire. Maintenant, j'ai envie de préciser qu'ici, avec object.values, le désavantage par rapport à foreign, c'est qu'ici, on est bien en train de créer une copie des valeurs. Et donc, si là, je veux faire, par exemple, object.entries, et puis là, j'appelle ça entry, et puis que je me dis, ah, j'ai envie de changer la valeur entry de 1 est égal à test, et console.log user, autant te dire qu'il n'a pas changé, hein, user n'a pas changé du tout. Et donc pour changer user, tu es bien obligé d'utiliser les clés. Hein. For, key, in, user, et là en moins je peux pouvoir faire user de key est égal à test, et là il me dit que user il ne le trouve pas parce que j'ai mal orthographié user, et là tu vois bien que ça m'a modifié toutes les valeurs. Donc en fait si tu as besoin de modifier un objet, moi je te conseille encore une fois d'utiliser for in pour les objets et for off pour les tableaux. C'est le meilleur truc, un truc à ne jamais laisser tomber, et je pense que tu peux utiliser ça les yeux fermés quasi tout le temps. Pour finir cette vidéo, je pense que tu vas avoir beaucoup d'erreurs. D'erreurs dans la vie en général, et c'est important de détecter et de comprendre ces erreurs. Pour ça, on va ouvrir le terminal cette fois comme ceci. Je vais dézoomer un coup et on va créer des erreurs. Normalement, tu as déjà vu, si ici j'écris const test est égal à 2, puis que je fais const test est égal à 2 deux fois, et que je lance mon script, node script.js, là tu vas voir que j'ai eu une erreur. Ici, syntax error. Identifier test has already been declared. C'est-à-dire qu'on a eu une erreur et que l'identifier test a déjà été déclaré. Et ça, évidemment, JavaScript, il n'aime pas trop ça. Et ensuite, ici, tu as pas mal d'informations. Alors, quand tu as des erreurs, tu as beaucoup d'informations en général. Déjà, tu as l'endroit où il y a une erreur. Donc là, on voit test. Mais là, juste au-dessus, tu as le fichier et la ligne précise qui a eu l'erreur. Donc la script.js à la ligne 2. Pas à la ligne 3, vraiment, il donne la ligne précise. Donc là, si je modifie de ligne et que je relance la commande, on voit bien la ligne 3. Sur VS Code, tu peux faire commande point pour automatiquement focus la bonne ligne. Et donc là, tu vois qu'il dit Identifier test has already been declared. Et là, en dessous, tu vois ce qu'on appelle la call stack. Qu'est-ce que c'est la call stack? Eh bien, c'est une super question. Si ici, je fais un code, par exemple, const rouge est égal à, et ici je vais faire une erreur, c'est-à-dire console.log n'existe pas. Donc là j'essaie de log une variable qui n'existe pas. Et maintenant je vais faire const green est égal à une variable qui va log rouge. Et ensuite je vais faire const yellow est égal à une fonction qui va log green. Et finalement je vais appeler yellow. Donc là tu peux voir que yellow appelle green qui appelle rouge et qui appelle n'existe pas. Donc là, tu vois qu'il y a une erreur à cause de mon extension qui est en train de fonctionner, mais je peux l'arrêter. Je ne sais même pas comment l'arrêter, on s'en fout. Ici, tu peux voir que maintenant, on a variable n'existe pas, reference error, encore une fois avec la ligne, et là, on a la call stack, reference error, et là, on a at rouge à la ligne 15, at green à la ligne 6.3 et at yellow à la ligne 10.3. Et donc, on a l'endroit précis. Qui est-ce qui a provoqué cette erreur? Et ça, c'est super intéressant à voir parce que maintenant, on va pouvoir retourner sur l'erreur et savoir précisément que c'est cette variable-là qui a appelé, etc., etc. Alors là, c'est un peu bête. Mais si, par exemple, j'essaie de faire... Non, on va rien faire. Mais tu comprends le concept. Ça s'appelle la call stack. Et pour te l'imaginer, comment elle fonctionne cette call stack, c'est qu'en fait, quand tu as un script, par exemple ici Lego rouge qui appelle Lego cyan, qui appelle Lego violet, qui appelle Lego jaune et qui appelle Lego vert, qui lui affiche une log, et bien en fait, ce qui va se passer, c'est que d'abord, la call stack, elle va dire « Ah, il faut que j'appelle Lego rouge ». Elle appelle Lego rouge. Et ensuite, Lego rouge, il appelle Lego cyan. Donc la call stack, elle dit « Ah, bah je dois appeler Lego cyan ». Donc on ajoute Lego cyan. Puis après, Lego cyan, il dit « Je dois appeler Lego violet ». Donc la call stack, elle dit « Je dois appeler Lego violet ». Puis ensuite, la call stack, elle dit « Je dois appeler Lego jaune ». Donc, elle appelle Lego jaune. Et finalement, elle appelle Lego vert. Et Lego vert, bah, lui, il affiche console.log « Hey ». Donc, il affiche son petit « Hey » comme ça. « Hey ».
Et maintenant qu'il a fait ça, la call stack, elle fait l'inverse. Parce que, imagine-toi qu'ici, j'avais affiché un autre truc comme console.log test. Et bien, ce test, il doit s'exécuter après que les go verts se soient exécutés. Donc là, on va d'abord dépiler les go verts. C'est bon, toi, tu as fini ton exécution. Ensuite, on va dépiler les go jaunes. C'est bon, toi, tu as fini ton exécution. Puis, on va dépiler les go violets. C'est bon, toi, tu as fini ton exécution. Mais avant de finir ton exécution, il faut qu'il affiche test. Et donc là, on a un deuxième log test qui vient s'ajouter ici. Et donc, on finit l'exécution de violet, puis de lui, et c'est comme ça que la call stack fonctionne. Pour détecter des erreurs, c'est donc très intéressant cette call stack où tu vas pouvoir trouver ton erreur. Tu vas aussi pouvoir catcher tes erreurs. Par exemple ici, je vais pouvoir faire try, catch, et donc là dans le try, tout ce qui se situe dans le bloc entre le début de la collade et la fin de la collade va être testé. Et dans le cas où ceci a une erreur, je vais faire console log erreur. Et donc là, tu peux voir qu'il n'y a plus aucune erreur, et que si je lance le code ici, il n'y a plus d'erreur, on affiche juste erreur. Parce que lui, il vient essayer, est-ce que rouge peut s'exécuter sans erreur? Si ce n'est pas le cas, il va arrêter. Il va arrêter l'exécution, il va rentrer dans le catch. Et donc ça, c'est un des aspects très importants de la programmation en JavaScript, c'est d'utiliser cette logique de try, catch. J'essaye, et si ça ne marche pas, je fais ça. En fait, c'est un if, sauf que la seule condition, c'est s'il y a une erreur. Finalement, c'est comme si j'écrivais si il a une erreur avec, par exemple ici, tu vois que ça c'est le bloc, donc ici s'il y a une erreur avec rouge, dans ce cas-là, je vais faire console.log de error. Et donc ce try catch, il est très pratique pour éviter des erreurs si ici c'est une erreur très intentionnelle, mais évidemment si tu t'amuses avec le file system, je ne sais pas si tu connais le file system, mais c'est très intéressant. Dans mes cours Begin JavaScript que tu trouveras dans la description, tu verras qu'on s'amuse avec le file system. Mais c'est très important de comprendre ce try catch, try qui vient essayer tout ce qui est dans ce bloc. Et dans le cas où il y a une erreur, on vient catch. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. On a catch l'erreur qui était dans rouge, juste ici. Et ça, on peut aussi catch nos propres erreurs. Il y a un exercice que tu retrouveras dans Begin JavaScript, ici dans le cours Gestion des erreurs. Ici, cet exercice-là, réservation de vol, et puis on va le faire ensemble pour te montrer un peu à quoi ça ressemble les exercices que tu pourras faire. Nous avons un tableau de vol. Chaque vol a un ID, une destination et un nombre de total seats et un nombre de reserved seats. On veut, je vais cacher ça, on veut créer une fonction reserve seat qui prend en paramètre flight ID et qui va réserver une place pour ce vol. Si le vol n'existe pas, on veut throw une erreur avec le message flight not found. Si le nombre de places réservées est supérieur au nombre de places totales, on veut throw une erreur avec le message no seat available. Donc là, tu vois que je vais pouvoir passer ça en full screen. Et ici, on peut faire l'exercice. Récupérer le flight avec .find. Donc ça, c'est déjà fait. Et en plus, on va faire, si le flight n'existe pas, on fait une erreur. Et donc là, tu vas voir que pour throw une erreur, ce que je peux faire, c'est que je fais if flight n'existe pas. Donc s'il n'y a pas de flight, ici, je viens dire, je throw new error avec comme paramètre flight not found. Et donc là, ce qui se passe, c'est que si j'essaie d'appeler cette méthode-là, elle va throw une erreur avec ce message juste ici. Et si je copie ce code juste ici pour te montrer ce que ça donne sans les tests, là, quand j'essaie d'appeler reserve seats comme ceci, avec par exemple le flight ID 110, là j'ai une erreur, flight not found. Et je peux utiliser try et catch pour venir catcher mes erreurs, ici avec l'error, et dans le cas où il y a une erreur, faire console.log error.message. Et donc là, on a bien flight not found, c'est-à-dire qu'on a essayé de reserve le site, mais vu qu'on ne l'a pas trouvé, parce que l'ID 12 il n'existe pas dans nos flights, je throw une erreur avec écrit flight not found et on peut la catcher ici. Mais l'avantage, c'est quand il y a plusieurs conditions. Si le nombre de places réservées est supérieur au nombre de places totales, on throw une erreur aussi. Donc si ici, le flight.reserved seat qu'on a juste ici, il est supérieur ou égal au nombre de total seats. Total seat, c'est un siège. Total fifth. Et dans ce cas-là, je vais faire throw new error
avec le message qu'on a mis juste ici. Comme ceci. J'arrive pas. New error avec le message. Et finalement, si c'est pas le cas, et ben là je vais pouvoir faire flight. Et là, vu qu'on modifie la référence, il n'y a pas de souci. Point reserved seats plus égale 1 ou plus. Et donc là, tu vois que dans mes cours Begin JavaScript, ça te dit bravo, tu as réussi tous les tests, qu'on peut voir juste ici. Ouh, j'ai enlevé ma caméra. Bravo, tu as réussi tous les tests et ça te permet de tester tes compétences constamment. Et dans Begin JavaScript, constamment, tu vas pratiquer parce que cette vidéo YouTube, elle ne t'apporte pas beaucoup de choses parce que tu ne pratiques pas assez. Donc là, je vais mettre ce flight juste ici avec le reserved flight. Tu vois que si ici je mets 12, ça me dit flight not found. Mais si j'essaie de mettre l'ID 1, ça va me dire no seat available parce que tu as vu, total seat est totalement égal au nombre de reserved seats. Donc ça me dit qu'il n'y a pas de place disponible pour ce flight, en sachant qu'ici, ce serait mieux de dupliquer l'objet, mais ce n'est pas grave. Et si je mets l'ID 2, eh ben on peut voir que maintenant, si je fais console.log de flights, et d'ailleurs, tu peux utiliser un truc marrant, c'est console.table de flights. Et donc, évidemment, moi, il ne supporte pas ça. Mais si tu ouvres ton magnifique terminal chook exit, et ben, tu peux voir que maintenant, on a reserved seats 51. Donc, on voit que ça a fonctionné. Et ça, si tu vois ça, c'est grâce à console.table qui peut parfois être cool et voir les choses de manière plus fun, on va dire. Et donc, ça, c'est un concept important. On peut non seulement catch les erreurs par défaut, mais c'est aussi un bon moyen pour faire remonter les erreurs. Au lieu ici de faire return false ou return error, true, etc., bon, on va directement pouvoir throw une erreur pour faire communiquer l'information d'un élément à un autre. Et c'est aussi une méthode intéressante quand on essaie de faire des choses. Encore une fois, là, on s'est inspiré du cours que je t'ai montré juste avant, juste ici, Chook, si j'arrive à le quitter. Mais il y a vraiment un autre exercice, donc t'inquiète pas, je t'ai pas tout spoilé. Et il y a un long cours sur tout ça, donc je te conseille d'aller dans la description pour profiter de tout ça. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop chiant, ne pas avoir été trop boring. Je t'ai présenté vraiment beaucoup de choses. Cette vidéo est moins longue que ce que je pensais, parce qu'il y a plein de moments où j'ai fait des pauses. C'est très dur de parler autant de temps. J'ai fini une bouteille et demie, et là je vais reboire un coup. Je vais aller faire une petite marche. Et je te conseille de faire la même chose. Je te conseille, mais vraiment, et tu peux regarder les avis des gens qui ont suivi par rapport à ma première vidéo, ces cours gratuits, ils sont d'une qualité et d'une précision chirurgicale. Et je peux t'assurer que tu vas kiffer. Donc vraiment, rends-toi dans cette description si tu as regardé jusqu'ici. Je sais que je te fais chier. Je suis désolé parce que les autres tutoriels, ils font pas ça. Mais les autres tutoriels, ils sont pas là pour ton bien. Moi, je suis là pour ton bien et je sais que le format YouTube de 2 heures, ça t'apprend des choses, mais ça t'apprend pas assez les choses en profondeur. Et il faut vraiment que tu pratiques pour ça. Donc, soit tu regardes les cours dans la description, soit tu peux tout simplement aller sur un tutoriel en ligne ou faire un exercice qui te fait pratiquer les objets et les tableaux. Mais c'est super important de pratiquer de ton côté et c'est même essentiel. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je te dis à très bientôt et tu peux regarder la partie 1 juste ici ou quelque part et tu peux regarder la partie sur le DOM quand elle sortira juste ici parce que je prévois une partie 3 de mes tutoriels JavaScript qui se trouvera juste ici pour que tu deviennes une vraie star et je compte sur toi. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.